Bienvenue à Expérience 4.0. Ici Simon Lemire, votre animateur du groupe Lacoste. Aujourd'hui, on parle de l'expérience client à l'ère du 4.0. Je reçois Carl Fugère, directeur du REAI, Regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe Lacoste, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Carl, merci d'être avec nous. Merci, Simon. Donc, évidemment, c'est le premier épisode d'Expérience 4.0. Comme j'ai mis un peu déjà en contexte, là, l'idée, c'est de démocratiser des mots que souvent on entend dans le domaine industriel, qu'on n'est pas nécessairement familier, ou des fois on est familier, puis on a tendance à ne pas savoir ce que ça veut dire. Puis l'ère 4.0, c'est trendy en ce moment, ça peut faire peur, mais l'idée, c'est aussi de voir comme différents mots qui vont nous aider à mieux comprendre tout simplement les différents aspects aussi qui englobent l'expérience client, pas juste les processus internes, mais les processus externes. Carl, il y a des gens qui te connaissent, qui vont écouter. Il y en a d'autres qui ne te connaissent pas. Comme j'ai dit, directeur du REAI. Carl, pour les gens qui nous écoutent, t'es qui? La grande question. Qui suis-je? Écoute, moi, je navigue en fait dans le domaine numérique depuis déjà 20 ans. J'ai parti ma première entreprise début des années 2000. On était un classique, là, 3 gars en bobette qui travaillaient dans le sol sur nos ordis. Puis on avait plein d'espoir. On voulait changer le monde. On a développé des différentes technologies. On a rapidement introduit le domaine des médias, en fait, médias radio en premier. On a décroché un gros contrat avec Chorus Entertainment, une firme de Toronto qui, à l'époque, avait les stations de radio C'est quoi, Q92, 98.5. C'était Cool FM aussi dans le temps, avant que ce soit 98.5 FM. Mais aujourd'hui, ça a été racheté par Cogeco. Mais bref, notre mandat, c'était de développer justement des plateformes numériques pour les aider à faire cette fameuse transition numérique, parce qu'on sait que l'industrie des médias était une des premières industries à se transformer pour des causes de générer des nouveaux revenus. Puis les auditoires se déplaçaient sur Internet, évidemment. Puis par la suite, on a couvert le marché de l'édition imprimée. On a développé des plateformes pour ce marché-là. Puis on a fait plusieurs technologies, en fait, plusieurs plateformes pour aider justement ces fameux médias-là. Fait que, tu sais, le fameux 4.0, nous, en fait, ça fait longtemps qu'on en fait du 4.0, tu sais. Puis le 4.0, en fait, ce que c'est un, comme tu disais, Simon, c'est un peu un buzzword dans le domaine industriel où ce que le 4.0, c'est de faire comprendre que c'est orienté sur les données, en fait. Tu sais, mais sauf que normalement, aussitôt que tu es en mode numérique, tu deals avec les données, justement. C'était pour ça, entre autres, que les médias, de plus en plus, avaient besoin de se retrouver vers le numérique, parce que sur les modèles d'affaires traditionnels, quand on parle de l'imprimé, ou ils vendaient de la publicité dans des journaux, dans des magazines, là, on sortait nos kits médias, exemple, puis on disait, on avait tant de lecteurs, tant de copies distribuées, tout ça. Fait que c'était un peu comme ça qu'ils réussissaient à donner, justement, du data sur leur lectorat, mais à quelque part, pour être bien franc, c'était pas une science très, très précise. Là. C'était un peu la règle du pouce. Là. Puis moi-même, j'ai eu un magazine aussi technologique. J'ai eu le magazine Québec Micro pendant 3 ans. Donc, c'est pas pour rien non plus qu'on a développé des technologies pour le domaine de l'imprimé, parce que moi-même, j'étais un éditeur de magazine. J'étais sorti un peu, je te dirais, de ma trajectoire, parce qu'on était qu'en technologie. Mais au moins, c'était un magazine qui traitait de technologie, tu sais, puis on fournissait des nouvelles techno pour tous les sites, justement, de radio. C'est nous autres qui fournissaient les nouvelles techno pour la section techno de MSN. Dans le temps, msn.ca.com, c'était des gros sites qui drivaient du trafic. Puis nous autres, on s'occupait tout de ce contenu-là, si on veut, tu sais. Fait que finalement, tu as passé un peu des médiums, des plateformes plus traditionnelles, tu les as justement amenés vers le numérique. Fait que tu as connu l'évolution aussi dans les dernières années. Puis là, tu te plonges dans un milieu industriel avec le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Y a-t-il un changement? Y a-t-il des enjeux dans ce milieu-là? On parle du manufacturier type aujourd'hui. Comment tu vois ça? C'est quoi le milieu? En tout cas, moi en toute modestie, en toute prétention aussi, tu sais, c'est un milieu, le marché industriel, que je connais depuis à peu près 3 ans. Puis j'ai connu ça un peu par hasard, parce que j'ai accompagné une entreprise en démarrage qui avait développé une technologie d'IoT, tu sais, puis j'ai commencé à m'intéresser au domaine industriel, parce que c'était leur cible, en fait, pour qu'ils voulaient approcher, en fait. Puis, c'est sûr que le domaine industriel, tu sais, c'est un domaine qui a tellement de potentiel, tu sais, mais en même temps, c'est un secteur qui a longtemps
temps tardé à se transformer. Tu sais, en fait, quand on regarde sur la ligne là, de toutes les industries qui se sont transformées numériquement, l'industrie manufacturière, c'est l'avant-dernière, puis la dernière, c'est le gouvernement. Tu sais, fait qu'on le voit un peu avec ce qui s'est passé depuis la crise sanitaire avec le COVID. Il y a eu des fois ratés informatiques et tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est des grosses machines, là, les différents ministères, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui travaille dans ces grosses machines-là. Puis, c'est pas toujours évident non plus, tu sais, se transformer. C'est tout un travail, se transformer numériquement. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur à quelques entreprises. Puis, tu sais, en plus, toi, tu as l'expérience, tu as touché à beaucoup de choses hein, dans l'énumération des différents domaines, là, marketing, là, puis tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Mais là, on dirait que le 4.0, tu es dans le domaine industriel, ça peut faire peur. Puis l'objectif aussi, c'est de ne pas faire peur, mais c'est difficile. C'est un long processus, ça englobe beaucoup de choses. Donc, là, présentement, est-ce que tu considères que le manufacturier, ou du moins le domaine industriel en général, est conscient un peu des différents enjeux qui leur touchent? Bien, je pense que oui, ils en sont conscients. Pas tous, tu sais, il ne faut pas généraliser. Tu sais, on parle de plus de 13 000 entreprises manufacturières. Là, tu sais, je veux dire, il y en a là-dedans qui sont allumées. Il y en a. Tu sais, généralement aussi, ça va invariablement avec la taille de l'entreprise. Tu sais, quand on a des plus grosses entreprises, exemple comme AgroPure dans le domaine alimentaire, bien, par de la nature de ce qu'ils fabriquent, il n'y avait pas le choix de s'automatiser, se numériser le plus rapidement possible parce qu'il y a des enjeux de perte de produits, parce que c'est un produit qui a une durée de vie limitée. Tu sais, c'est pas comme un produit physique où on fabrique quelque chose puis ça n'a pas de date d'expiration. Fait qu'eux, il y avait des enjeux à ce niveau-là. Puis c'est sûr que c'est des plus grosses entreprises. Donc, à l'interne, il peut avoir autant un département de marketing, il peut avoir autant un département de transformation dédié à la transformation. Tu sais, tu as des plus grosses équipes qui peuvent se dédier à cette transformation numérique-là, transformation au niveau de l'automatisation également. Mais dans le cas des plus petites entreprises, moyennes et très petites entreprises, souvent, ben c'est des équipes de 15 à 20 personnes, dont les dirigeants qui portent 8, 10, 12 chapeaux. Il peut autant faire des ventes, du marketing, la gestion plancher, tout ça. Donc, pour eux, ça devient assez difficile d'entamer des processus de transformation parce qu'un processus de transformation, à quelque part, c'est quasiment un job à temps plein. Puis, veut pas, à un moment donné, ils ont comme le choix à faire en disant, ben, on s'occupe de notre core business parce qu'il faut produire ce qu'on a à produire, ce qui définit notre entreprise. Puis, le reste, ben, ils en sont conscients probablement qu'il faut qu'ils se transforment, mais ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le know-how à l'interne, puis de trouver ces bonnes ressources-là de confiance. T'sais, quand tu as fait des trucs qui ont fonctionné depuis, mettons, une vingtaine, trentaine d'années, que tu fonctionnes d'une certaine façon, veut pas, la résistance au changement vient un peu de là, parce qu'on a tous le réflexe de dire, bah, ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça a toujours fonctionné. Mais ce qu'ils voient peut-être un peu moins, un peu comme on pourrait faire un comparatif avec l'industrie du taxi, quand Uber est arrivé dans ce marché-là, ben un Uber n'aurait pas pu émerger de l'industrie du taxi parce que, par définition, on dirait que les gens, ils s'endorment dans leur vieille pantoufle en béton, là, puis ils restent ancrés là-dedans. Puis quand on a le nez trop proche de l'arbre, on voit plus la forêt, tu sais. Puis ces jeunes pousses-là, qui est un Uber de ce monde, ça peut arriver dans n'importe quelle industrie, mais eux, ils arrivent un peu comme des outsiders. Ils voient ça arriver, ils voient les manques, ils voient les opportunités, puis eux, ben, ils sont pas pris dans des carcans traditionnels à négocier avec des syndicats, à négocier avec des grosses structures lourdes. Fait que ça leur permet d'être assez agile pour conceptualiser un produit qui va répondre à un besoin. Puis là, on le voit très rapidement aussi qu'il y a des nouvelles générations qui consomment. On y va à titre d'exemple encore avec l'industrie du taxi, une nouvelle génération qui consomme ces produits-là. Puis eux, ils se rendent compte, ben, on pourrait agir différemment. Moi, ça me tente plus d'embarquer dans un taxi qui pue. Tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui a amené que, veut pas, l'industrie du taxi a été victime un peu de sa propre naïveté, sa propre de fait d'être aveugle. Même chose dans l'industrie de la musique. Tu sais, je veux dire, toutes les industries sont pas à l'abri de ces changements drastiques-là. C'est un peu des technologies disruptives qu'on appelle, là, tu sais, qui viennent disrupter des marchés. Puis, ben, ça, c'est le propre de l'évolution, le propre de l'évolution des technologies. Je veux dire, tu sais, c'est la nature humaine, là, ça évolue. Fait que, tu sais, le marché industriel, il doit être attentif à ça, justement, parce que si c'est pas les entreprises qui le font, qui amorcent leur transformation, ben, par la loi de la nature, ben, il y a des compétiteurs qui vont le faire. Puis à un moment donné, ben, ils seront plus compétitifs. Puis c'est comme dire, ben, toi, tu cultives-tu encore tes champs avec des bœufs puis une vieille charrette, ou tu as un tracteur qui est intelligent, ben,
C'est pas dur à savoir qui va réussir à cultiver ses champs avec le bon retour sur investissement. Là, fait qu'à un moment donné, c'est un peu ça aussi. Là. C'est intéressant. On parle aussi beaucoup des processus internes. Puis, ce que tu dis, Carl, c'est vrai. C'est de l'évolution. C'est un travail à longue haleine. Il y a ça à prendre en considération. Après, je pense qu'il y a aussi un volet expérience client aussi qui n'est pas nécessairement adopté. Dans toutes les entreprises, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui le font très bien. D'autres, des fois, peut-être qu'ils savent que c'est important. Tu l'as nommé, manque de ressources, des fois, manque de connaissances internes, manque de knowledge. Mais cette expérience client-là, si je te pose la question pour toi, puis on va prendre le mot direct, là, expérience 4.0, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification du mot expérience 4.0? En fait, le 4.0, comme on disait tantôt, Simon, la base de ça, c'est la donnée, c'est le data. Donc, aujourd'hui, on a avantage. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a possibilité d'aller récupérer ces données-là. Fait que c'est un peu, si tu connais ton client, tu sais c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses défis, c'est quoi qu'il a besoin, c'est comment tu pourrais faire pour le satisfaire, c'est quoi ses habitudes de consommation. Tout le monde maintenant est sur Facebook, juste à titre d'exemple. Il y a beaucoup de données qui est récupérées par Facebook. Fait qu'il y a des sources de données qui sont disponibles. Puis ça, c'est une chose, c'est la donnée. Après ça, l'expérience client, c'est de se dire, mon client est dans quel état? Il a besoin de se faire rejoindre quand? C'est quand le meilleur moment de la journée? Comment je peux le prendre le mieux possible? Fait que, un coup qu'on sait tout ça, veut pas, c'est un peu comme une pièce de théâtre, c'est de se dire, on peut personnaliser en plus nos approches maintenant avec les clients, le message qu'on lui dit. Maintenant, les gens, juste encore, on prend comme Facebook, on va sur notre fil d'actualité, notre attention span, comme on dit, là, je m'excuse du terme anglais, mais c'est un peu ça, notre temps d'attention est très, très réduit maintenant, fait qu'il faut très, très, très rapidement accrocher l'œil du client potentiel avec justement, en ayant posé les bonnes questions au préalable, à se dire, c'est quoi qui répond le mieux à ces enjeux? Je vais-tu aller chercher un hook? Puis, c'est un peu la règle comme dans le web, là, le 3-33-3, là, tu as 3 secondes pour le faire rester 33 secondes. Dans ces 33 secondes-là, il faut que tu le fasses rester 3 minutes. Fait que, c'est un escalade, en fait. Puis, on est dans la technologie, dans des approches qui est personnalisée. On veut justement donner la bonne information au bon moment. Puis, c'est des étapes, en fait, de vente aussi. Fait qu'avant, on avait des approches sur le web où on avait un site web méga complexe avec plein de sections. Puis là, on laissait la peine à notre visiteur d'aller se promener là-dedans puis de trouver l'information. Alors que maintenant, on est plus dans un modèle inversé où on va déjà d'avance penser qu'est-ce qu'il a besoin. On va l'envoyer dans certains couloirs puis on va être en mesure de mieux lui présenter de l'information. Puis là, en plus, on s'en va dans l'intelligence artificielle. Donc, on va être dans des modèles où le marketing va être pour plaire à des systèmes d'intelligence artificielle. Google a fait la démonstration, juste avec leur système d'intelligence artificielle, leur assistant virtuel, où tu vois le gars, il dit, OK, book-moi un rendez-vous chez le coiffeur, exemple. Fait que là, tu as l'intelligence artificielle qui appelle, qui prend un rendez-vous, puis la personne, elle a quasiment même pas l'impression de parler avec une machine au bout de ça. Mais là, on se rend compte que dans le fond, là, tout le marketing, il faut pouvoir séduire des intelligences artificielles éventuellement. Fait que, même le marketing 4.0, l'expérience client est en profonde mutation, va changer énormément dans les prochaines années. Tout ça parce que, c'est la donnée. Un coup que tu as de la donnée, c'est le savoir, en fait. Tu regardes quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui est allé à l'école longtemps, qui a de l'expérience, c'est quelqu'un d'ultra qualifié qui peut monnayer ce savoir-là, qui gagne très cher dans une année. C'est dans le fond, le pétrole de demain, c'est le savoir, c'est le data, là. Tout à fait. Puis tu as marqué un bon point aussi. Puis tout ce qui est donné, nous, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, dans le domaine du marketing, mais dans le domaine de l'expérience client au grand complet, donc marketing, vente, service client, c'est plus uniquement rendu une guerre stratégique, dans la mesure que, oui, il faut une stratégie. On n'est pas en train de négliger le fait qu'on a besoin d'une stratégie, mais c'est aussi rendu une guerre technologique. Donc, avoir les bons outils en place pour aller recueillir ces données-là, puis après satisfaire le client avec des outils, que ça soit automatisé, que ça améliore l'efficacité opérationnelle. Donc, tout ça, c'est de l'adopter, en fait, puis d'adopter le changement, puis d'être constamment en optimisation. Parce qu'après, c'est ça. Hein, ça finit jamais, le virage numérique. Ça peut faire peur, mais au moins, puis je reviens là-dessus, on disait peut-être que le 4.0 faisait peur.
Oui, en effet, c'est un travail de longue haleine. Mais tu sais, des fois, Simon, ce qui fait peur, c'est ce qu'on connaît pas. Ben, c'est aussi, ça. Puis ça, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif de ton podcast, c'est d'essayer de démocratiser ça, d'essayer de faire qu'on comprenne le fameux 4.0. Puis en même temps, il y a tellement de gens qui le galvaudent de différentes façons. Puis, tu sais, c'est correct aussi. Tu sais, les gens, quand ils comprennent pas, ils ont peur de changer, ils ont peur de s'en aller dans une direction. Puis justement, c'est avec des actions comme tu fais aujourd'hui, comme on discute, qu'on arrive à démocratiser un peu plus. Puis c'est un peu ça aussi notre objectif. Nous autres, aussi au regroupement, tu le sais, Simon, on essaie le plus possible, dans le meilleur de nos capacités, de démocratiser les différentes étapes aussi d'un processus de transformation, hein, parce que souvent, c'est tellement gros, tu sais, comme processus. Ça peut être très long aussi. En fait, un coup, tu as commencé un processus de transformation, la bonne nouvelle, c'est que tu n'arrêteras jamais parce que les technologies changent. Ce que tu as installé il y a 3 ans, ben, se doit d'être revisité continuellement, se doit d'être réajusté. Puis c'est la même chose au niveau du marketing, encore plus au niveau du marketing parce que tu es sur la ligne de front avec les clients, les goûts des clients changent, les trends changent. Fait que tu sais, c'est où ce qu'il y a du mouvement, c'est bien dans le marketing. Puis sûrement tu pourras en témoigner. Oui, énormément. Puis les technologies nous obligent à rester à l'affût aussi des différentes mises à jour, des fois, de constamment. Il y a des nouvelles choses, puis il faut être sur le marché, il faut toujours être à l'affût aussi des nouvelles sorties aussi, puis de qu'est-ce que le client a vraiment de besoin. Ça m'amène à un autre point, Carl. On parlait que peut-être que le domaine manufacturier, oui, manque de connaissances internes et tout, parfois pour adhérer à une transformation numérique. D'autres, c'est des fois des manques de ressources monétaires. D'ailleurs, on va en parler dans d'autres épisodes un peu de tout ce qui va toucher peut-être subvention dans le milieu. Mais est-ce que tu crois aussi qu'il y a un enjeu des fois dans les entreprises de services, du moins, puis c'est dans leur approche pour adhérer à un virage, pour faire adhérer à une entreprise manufacturière, un virage numérique? Tu sais, souvent, on va voir ça comme un gros travail, des grosses ressources, mais après, je pense qu'on est capable quand même de le segmenter puis d'avoir des quick wins, qu'on appelle là, en anglais, des milestones un peu déjà établis pour avoir des résultats rapides, que ce soit avec une intégration d'un logiciel. Après, encore une fois, il faut l'adopter. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il y a une approche qui pourrait être peaufinée chez les entreprises de services qui aident ce manufacturier-là? Bien, c'est sûr que tu sais, comme tout bon processus de marketing ou comme tout bon processus de développement, la bonne vieille technique du design by feedback fait toujours une super job parce que la façon de développer des concepts, des produits, des approches en design by feedback, ben c'est que tu designs un peu puis très, très rapidement, tu testes ton design de ton idée ou de ton produit ou whatever, puis tu te réajustes continuellement. Fait qu'à partir de là, ça c'est déjà une bonne piste pour s'en aller vers quelque chose qui fonctionne au final, tu sais. Mais en même temps, c'est sûr que la grande majorité, souvent, des entreprises manufacturières, ils ont été fondées par des ingénieurs, par des gars de produits, des gars très cartésiens, des gars des gars techniques, tu sais. Puis des fois, les notions marketing, c'est tout le temps un peu plus flou, hein. Tu sais, on est dans le monde créatif, on est dans le brainstorming, dans le design thinking. Puis ça, souvent, c'est des termes où pour eux, ils ont besoin de comprendre que ça s'en va du point A au point B au point C, c'est un circuit, ça fait ça, tu sais, puis c'est très, très mécanique, très, très cartésien. Puis souvent, c'est l'enjeu de faire comprendre le monde un peu plus créatif, le monde qui est capable de faire évoluer des idées ou on va se réajuster on the spot, mais dans un cas où on va conceptualiser un produit, tu te réajustes pas on the spot. Là, ils font un plan, ça fonctionne pas. Ils ont les mêmes processus à quelque part, mais c'est dans une autre perspective. Des fois, c'est là qui est un peu le clash entre les deux mondes, si on veut. Puis souvent, comme on disait tantôt, ce qu'on comprend pas, ce qu'on maîtrise pas fait peur. Fait que c'est là, d'après moi, des fois qu'il y a un gap entre l'adoption de ces approches-là au niveau du marketing. Mais à quelque part, c'est un peu le marketing qui mène la business aujourd'hui, tu sais, parce que ça bouge tellement vite. Puis le 4.0, comme on disait tantôt, Simon, tu sais, c'est du data, on le sait, mais en même temps, ce data-là, ultimement, voyagerait dans toutes les sphères d'une entreprise, tu sais, tant au niveau des opérations, au niveau des ventes marketing, au niveau du département des finances, au niveau de la production,
solution. Il faut que la donnée client voyage. Puis maintenant, on va s'en aller dans des produits qui sont faits sur mesure, pratiquement en temps réel pour éliminer les gros stockages. Donc, on s'en va beaucoup vers la personnalisation. Puis cette entrée de données-là provient de l'expérience client, justement. Fait que aujourd'hui, Simon, je veux juste te féliciter parce que vous touchez un super bon point qui est hyper important. Puis souvent, qui est un peu méconnu des entreprises manufacturières parce que ils n'ont pas cette connaissance-là, justement. Ils ont peut-être 1 ou 2 vendeurs dans l'entreprise, puis c'est à peu près le seul point marketing/vente qu'ils ont. Puis souvent, c'est le président qui va faire les ventes. C'est des ventes très techniques. Avant, ça allait bien. L'économie roulait à flot. C'était incroyable. On était en pénurie de main-d'œuvre. Le chômage avait été jamais aussi bas. Mais là, ça a reviré complètement de bord. Puis là, c'est d'où l'importance, justement, de revisiter ça. Puis quand on voit des crises comme il se passe aujourd'hui, il y a 2 façons de l'aborder. C'est soit qu'on panique ou soit qu'on se dit, il y a peut-être une occasion, justement, de revoir nos processus, revoir nos thinking. Puis il y a tellement plein de firmes comme la vôtre, comme plein de nos membres qui peuvent supporter ces entreprises-là à prendre les bonnes décisions. Nous, on a pris justement un virage un peu plus marketing, plus numérique, plus à les aider, les appuyer là-dedans, là, à ce qu'ils soient capables de mieux se vendre, mieux faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire, une meilleure communication. Puis ça, c'est un peu la base à quelque part. Là, parce que t'as beau être super intelligent, mais si t'es pas capable de l'exprimer puis de le communiquer, à quelque part, tu valorises pas autant ton intelligence que tu pourrais la valoriser. Tu sais. Justement, tu parles que vous prenez... d'ailleurs, merci, Carl, pour les beaux mots. Honnêtement, je pense que c'est un beau sujet de parler de l'expérience client parce que ça touche plusieurs piliers à travers ce qu'on veut vraiment aller chercher, qui est notre client. Je dis toujours, c'est le fun d'avoir une usine dernier cri ou d'avoir un beau brand devant notre infrastructure, mais si on n'est pas capable de suivre le client du point A au point Z en bonne uniforme puis de le satisfaire, au final, tous nos processus internes, au final, il opérationne pas, si on veut. Là. Exact. Mais tu sais, c'est un peu, dans le fond, je viens d'avoir comme un flash, c'est un peu comme quand nos grands-pères allaient à la chasse, puis ils allaient à la chasse au collet. Tu sais, quelque part, t'as pas d'armes à part poser des collets. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient, mettons, ils voulaient pogner du lièvre, là, ils regardaient où ce que le lièvre allait passer, où ce qui passait le plus souvent. Y a-tu une urine de femelle qu'ils pourraient mettre pour l'attirer? Tu sais, c'est un peu ça, c'est de connaître un peu sa proie. Si on fait une comparaison avec la chasse, mieux qu'on connaît notre proie, mieux qu'on est en mesure de la chasser, de l'apprivoiser, de la comprendre, savoir que, tu sais, c'est un peu ça, un client à quelque part. Mais tu sais, à quelque part, ça retombe toujours sur la même chose, c'est l'humain. Il faut mettre l'humain au cœur de nos choses. Puis quand on parle d'expérience client, oui, on a tendance, la première approche, c'est de dire, OK, c'est l'expérience client, mais des clients qui achètent des produits de l'entreprise. Mais tu sais, à quelque part, même dans l'usine, quand il y a des processus de transformation à l'interne, puis entre les équipes, tu sais, même moi puis toi, mettons, là, on a une expérience client, tu sais, entre coéquipiers, il faut se dire, OK, mais mon coéquipier, c'est mon client. Comment je le traite? Est-ce que je le comprends? Est-ce que je le connais? Comment je peux y approcher mes affaires? Comment je peux lui vendre mon idée? Ça peut être ça, des fois, c'est vendre des idées, vendre des concepts à ses coéquipiers. Puis c'est tellement important parce que, oui, on parle d'expérience client, le marketing, mais à l'interne, dans les entreprises manufacturières, s'il y a du leadership collaboratif, du leadership numérique, du leadership créatif. Il y a toutes sortes de formes de leadership. Mais si le leadership est mis de l'avant, puis il est même cultivé chez les employés aussi, parce qu'on voit de plus en plus, surtout avec le COVID, là, où on s'est retrouvés tous chacun chez nous un peu isolés, on n'a pas le choix que nos employés développent une certaine forme de self-leadership, de l'auto-leadership. Puis ça, je pense que ça va avoir amené ça de bien dans les entreprises, parce que les gens ont appris un peu plus, tu sais, le fameux terme intrapreneur. C'est un peu tout ça. Tu sais, chaque employé, s'il se responsabilise, puis il a à cœur la mission de l'entreprise, puis il a à cœur l'objectif de transformation. Transformation, ça se fait pas juste... ça part d'en haut, ça part avec le leadership de l'entreprise, mais ça s'en va jusqu'en bas, puis il faut que ça remonte également. Donc, si on veut que ça remonte, il faut qu'il y ait du leadership, puis il faut qu'on embrasse cette cause-là de la transformation dans l'entreprise, puis il faut que les gens comprennent justement que c'est pour le mieux. Tu sais, c'est juste pour dire, regarde, on s'adapte, puis s'ils le font pas, c'est adapte-toi ou tu meurs. À quelque part,
fond, c'est la triste réalité de la c'est vie. C'est ça, là. puis ça va se faire ressentir chez les clients. Tu sais, l'expérience client, comme tu dis, c'est une boucle, oui, à l'externe, mais à l'interne, ça va se faire ressentir. Plus qu'une entreprise se mobilise à l'interne avec les différentes formes de leadership que tu as mentionnées, mais c'est ça qui va amener, en fait, aussi une bonne expérience client à l'externe. C'est là où on va être capable d'offrir une bonne solution puis d'un bon service client. Tu sais, bottom line, on veut être capable de fidéliser ce client-là. C'est beaucoup plus rentable, puis un client satisfait, c'est la plus belle chose que tu peux pas avoir dans une entreprise. Non, tout à fait. Puis ça part, Simon, pas juste de séduire le client pour acheter chez nous, mais ça va jusqu'au service après-vente. Ton produit que tu as acheté, il brise. C'est quoi ton expérience client à ce niveau-là? On met juste au niveau du commerce au détail. Pourquoi Costco est si populaire que ça? Pense-y 2 minutes, là, Simon. Là, c'est un magasin qu'il faut que tu aies une carte membre, qu'il faut que tu achètes pour aller magasiner là. À quelque part, c'est contre-intuitif totalement. Mais pourquoi les gens le font? Parce que l'expérience client est incroyable. Ouais. Chez Costco, tu as un problème avec quelque chose. Ils s'astinent-tu avec toi? Non, pas de problème, monsieur, on le reprend. Écoute, des fois, je jasais avec les gens de service à la clientèle là-bas, là, puis des affaires incroyables qui se font retourner, mais ils savent que c'est un peu hurluberlu, là, ce qu'ils se font compter des fois. Mais ils n'ont pas de problème, ils le prennent. La qualité est là parce qu'ils se rendent compte justement qu'ils ont leur département d'achat, des fournisseurs sont super, les standards sont super élevés, ils ne rentrent pas qui veut chez Costco. Mais tu sais, tout ça mis ensemble, pourquoi dans un unique et seul but d'avoir une expérience client qui est incroyable. Puis, mais on magasine quand même dans un entrepôt. Mais tu sais, au début, c'était privilégié parce que c'était juste des gens qui avaient des entreprises qui avaient le droit d'aller chez Costco. Aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde peut s'acheter une carte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais avant, c'était un peu ça. C'était l'effet de rareté. C'est quand tu avais une carte Costco, là, oh boy, t'étais hot dans la vie. Là. Tu sais, dans le sens que... Mais c'est un peu ça, là. Tu vois, l'image qu'ils ont réussi à projeter, l'effet de rareté qu'ils ont réussi à projeter, tu sais. Puis ça fait toute partie du concept. Ça fait partie de l'expérience client parce que quand tu vas chez Costco, veux pas, il y a encore cette aura-là que tu te sens quasiment privilégié d'être chez Costco. Mais tu sais, ça, il fallait le faire, il fallait le bâtir, cette brand-là, cette réputation-là. Puis ça, souvent, c'est pas juste des messages marketing dans des annonces. Gars, Costco, ils font-ils des annonces à la télé, Costco? Des journaux? Non. En plus. Oui, ils ont bâti toute leur notoriété grâce à cette expérience client-là au fil des années, puis ça leur a permis justement d'être là aujourd'hui. Malheureusement, je pense qu'il y a des PME qui n'ont pas nécessairement cette notoriété-là que Costco ont. Puis c'est là où l'importance en fait d'avoir une bonne expérience client sur tous les fronts. Puis pas besoin de créer la lune, mais d'au moins d'avoir un bon processus en place, adopter ces technologies-là pour faciliter la chose, de mobiliser justement les gens à l'interne, de les sensibiliser à acquérir une certaine forme de leadership va permettre à cette entreprise-là, à cette PME-là ici au Québec, de sortir du lot puis d'être capable d'offrir une solution à une problématique d'un client potentiel. Là. Exact. Ça m'amène à un point, Carl, tu as parlé un peu que vous vous mobilisez, vous, beaucoup à REAI avec différentes mesures pour satisfaire justement cette expérience client-là chez le manufacturier, beaucoup en ce qui touche marketing, mais aussi tout ce qui est cellules collaboratives. Tu es en train de mettre sur pied, en fait, tu l'as déjà mis, mais c'est constamment en peaufinement. C'est organique, ça évolue. Ça évolue constamment. Tu as le projet Gears Hub qu'on va parler un peu plus ensemble, qui est en fait une formule de cellules collaboratives pour soutenir justement ce manufacturier-là à travers différents projets. Tu as aussi le concept de l'usine bleue. Qui est comme un autre concept à côté du Gears Hub qui va être un peu une mobilisation, du moins qui va regrouper les entreprises manufacturières qui ont des besoins en tout ce qui touche projet 4.0 si on veut, puis qui va aller solliciter, pas solliciter, mais qui va aller justement chercher une cellule collaborative pour venir soutenir son besoin. Ouais. Je pense que je l'ai bien résumé, on est là-dessus en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire un peu de ce projet Gears Hub-là? C'est quoi les prochaines étapes? Comment tu vois ce projet-là à court terme? Puis comment ça va aider aussi l'entreprise en créant ces cellules collaboratives-là? En fait, je vais commencer assez simplement la genèse un peu de l'idée de fabriquer des cellules collaboratives, du moins de mettre en place des cellules collaboratives. Nous, l'année passée, en 2019, au mois de mai 2019, on a réalisé une grande étude, en fait, avec des partenaires qui Deloitte, B-Data, Desjardins est impliqué, le DEC, ISDE, le MEI. Donc, c'est une grande étude qu'on a faite sur notre écosystème à nous,
nous au niveau des fournisseurs en fabrication de pointe. Puis, en même temps, ben on en a profité aussi pour revisiter, si on veut, des données, repousser l'enquête un petit peu plus loin sur les raisons aussi, entre autres, pourquoi que les entreprises manufacturières tardaient à se transformer. Puis c'était quoi les enjeux aussi de notre industrie à nous, là, l'écosystème de l'offre. Là. Autant soutien, c'est les organismes comme nous, les institutions financières, les instances gouvernementales, puis toutes les entreprises de l'offre, là, c'est firmes d'ingénierie, logiciels AI, big data, tous les équipementiers, robotique, tout ça. Donc, on a vraiment bien cartographié tout ça. Puis, une des choses, en fait, il y avait deux données, il y a plusieurs données qui m'ont interpellé, mais il y en avait deux qui m'avaient quand même interpellé grandement, puis ça a été vraiment la genèse de cette stratégie-là, là, de mettre en place des cellules collaboratives. C'était entre autres qu'en moyenne, on s'était rendu compte que les membres, les entreprises dans l'écosystème de l'offre, collaboraient en moyenne avec 5,4 entreprises durant une année. Puis là, moi, ça m'a vraiment stupéfait parce que d'un, j'avais pas idée de ce chiffre-là, puis j'étais agréablement surpris. Puis ça peut être tout type de collaboration, la collaboration avec des universités pour faire de la recherche et développement, collaboration au niveau des entreprises pour de la distribution, de la vente, du co-développement. Bref, nous autres, on a plusieurs membres, là, ça arrive souvent, des membres qui se prêtent des équipes de travail. Des fois, il y en a qui sont plus occupés, l'autre sont moins occupés, donc ils se prêtent des équipes de travail. Fait qu'on avait des belles collaborations comme ça, organiques, qui étaient faites, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, ben, tu sais, tiens, ben là, ça, c'est mon gars de développement de produits en moi puis de concept là, qui s'est mis à s'exprimer un peu plus. Je me suis dit, ben, d'un, je trouvais qu'il y avait un super beau potentiel. Puis de deux, je me disais, ben, comment qu'on pourrait augmenter cette collaboration-là? Comment qu'on pourrait l'amplifier? Parce que pour le moment, elle est organique, mais tu sais, si on met des structures autour de ça, des technologies pour faciliter la collaboration, ben, peut-être qu'on peut l'augmenter, on peut peut-être l'accélérer aussi, on peut peut-être la modifier, la peaufiner. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un bel avenue à explorer là-dedans. Mais, puis tu sais, mais la collaboration, tu sais, faire une petite parenthèse, tu sais, justement, vu qu'elle est organique, tout le principe de la collaboration est basé sur un élément essentiel, là, Simon. C'est le trust factor, c'est l'élément de confiance. Parce que tu as beau collaborer, signer des contrats avec des gens, whatever, c'est toujours l'élément de confiance. T'sais. Puis comme dans n'importe quoi, une réputation, ça peut prendre une vie à bâtir, puis ça peut prendre 30 secondes à détruire. Ben, le lien de confiance, c'est la même chose. Puis ça, c'est le ciment, en fait, c'est la colle entre les entreprises pour collaborer. Puis l'autre élément qui m'avait vraiment interpellé, puis ça, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un gros danger là-dedans, c'est que tu sais, il y a beaucoup d'individus, beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine industriel aujourd'hui, mais la majeure partie de l'employabilité, je pense que c'est 83,6% là, provient de la petite, très petite et moyenne entreprise et non de la grande entreprise. Si la grande en engage tu sais, il y a des grandes entreprises qui en engagent beaucoup, des 2, 3, 4, 5 000 personnes, c'est correct, c'est impressionnant, mais la majeure partie de l'employabilité provient de l'autre masse critique qui est la petite, moyenne et très petite entreprise qui sont très peu automatisées et transformées et numérisées. Ouais. Puis ça, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, tu sais, aussitôt que la compétition mondiale, on sait que la Chine sont assez avancées, l'Allemagne sont assez avancées. Tu sais, il y a plusieurs pays qui sont assez avancés, même les États-Unis sont très avancés aussi. D'ailleurs, la plupart de nos membres travaillent beaucoup aux États-Unis, ils ont beaucoup de clients aux États-Unis. Mais ça m'a fait peur. Puis je me suis dit, ben comment qu'on pourrait arriver à leur permettre, tu sais, de un, pourquoi qu'ils n'ont pas fait le passage? Oui, des fois par manque de fonds, manque de know-how à l'interne, ils n'ont pas assez des grosses équipes. Tu sais, il y avait une pénurie de main-d'œuvre aussi avant, puis il est encore là, la pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, des gens, il y en a beaucoup pour travailler, mais tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, c'est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, là, qui peut t'amener ailleurs, là. Tu sais, quelqu'un qui moi, j'appelle ça des Jedi, là, tu sais. Tu fais rentrer un Jedi dans ton équipe, puis tu sais, ça peut tout changer à quelque part. Fait que tu sais, c'est un peu ça, la genèse des cellules de collaboration, c'était de se dire, ben regarde, est-ce qu'on pourrait monter des équipes, des cellules de partenaires qui sont complémentaires, qui viennent se complémentariser, puis qui peut offrir, exemple, un produit, une offre groupée dans un secteur X, mettons comme l'agroalimentaire. Puis là, ben une entreprise qui est de plus petite taille dans le domaine de l'agroalimentaire, ben pourrait venir se mettre au cœur de cette cellule collaborative-là, puis venir aussi collaborer avec ses partenaires-là. Parce que moi, je crois beaucoup que dans le futur, on va sortir vraiment carrément des relations client-fournisseur, mais ça va devenir quasiment des partenariats d'affaires à quelque part. Parce que surtout dans des temps de crise où ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de turbulences, on a d'autant plus besoin de partenaires de confiance sur
qui on peut s'accoter, comme on dit, puis qu'on peut dire, ben regarde, moi, j'ai pas ces ressources-là à l'interne, mais tu sais, Simon, je te fais confiance. Au lieu de me prendre un département marketing, regarde, avec le groupe Lacoste, là, on va signer une entente sur 2, 3, 4, 5 ans, puis ben vous allez vous occuper de ça, mais on vous fait confiance, on va travailler en proche collaboration, parce que moi, développer votre expertise que vous avez à l'interne, exemple, au niveau du marketing, tout ça, ça me prendrait des années. Je vais-tu trouver les bonnes personnes, je vais-tu faire les bonnes erreurs, puis des fois, il y a un enjeu de temps aussi, là, il y a un time to market, là. Surtout ceux qui ont beaucoup de retard, ben, ils ont du retard à rattraper. Fait que ça, il faut rentrer un peu en mode fast track, comme on dit. Fait que toutes ces cellules de collaboration-là, qui incluent aussi vous autres, là, parce que, tu sais, il y a cet aspect marketing-là, il n'y a pas juste un aspect produit dans tout ça, parce que souvent, on pense domaine industriel, on pense fabrication. Tu sais, ils ont plein d'enjeux, les entreprises manufacturières. On parlait de l'expérience client, justement. Souvent, on néglige un peu ce côté-là, mais c'est tout aussi important. Puis le marketing, c'est pas juste en amont, mais c'est en aval. C'est tout ce qui se passe dans la fidélisation. C'est quoi les documents? C'est même au niveau de la vente. Exact. Documents de vente, comment on peut aider les opérations de vente. Fait que, ça vient toucher beaucoup plus de points qu'uniquement la publicité. Là. Ben, c'est ça. C'est plus ça. Là. On met-tu la publicité, comme moi je dis souvent aussi, puis sûrement tu as ce discours-là aussi. Combien d'argent qu'on investit à acquérir des nouveaux clients versus combien d'argent qu'on met à entretenir et faire réacheter, à créer une récurrence à nos clients les plus fidèles. C'est la fameuse. C'est un peu quétaine à dire, mais c'est un peu la fameuse règle du 80-20. Là, dans le sens, tu as souvent 20 de ta clientèle qui t'amène 80 de ton chiffre d'affaires, mais souvent, on a tendance à se concentrer à 80 de la clientèle qui amène juste 20 de le chiffre d'affaires, parce que là, on aime donc dire qu'on a tant de clients, mais à quelque part, c'est quoi qu'on veut? On veut-tu des clients fidèles? On veut-tu des clients qui ont adopté la marque? On veut-tu des clients qui sont ambassadeurs, qui vont être, qui vont promouvoir ta marque aussi? C'est tout aussi important. Mais c'est ça, on part de la base que ça prend un bon produit, ça prend un bon service client, une expérience client incroyable, parce qu'à partir de là, tu sais, quand tu es satisfait de quelque chose, c'est quoi tu as tendance à faire? Tu vas en parler. Puis, mettons, quelqu'un me demande, tu sais, on fait une bonne job, le kit. Là, quelqu'un me demande, hey, connais-tu une firme, whatever, qui pourrait m'aider? Ah, ouais, gars. Parce que tu y vas avec ton cœur, parce que tu es satisfait, ils viennent combler des choses, puis ça passe. Ça, c'est, tu sais, comme je dis souvent, c'est un vieux dicton en humour. J'utilisais souvent ça comme exemple, parce qu'ils vont des champs, disaient tout le temps ça. On veut pas le savoir, on veut le voir. T'sais. Mais tu sais, à quelque part, souvent, il y en a beaucoup qui se battent la bouche, la gueule, pour être resté poli, la bouche, à dire on est beau, on est fin, on est beau, on est fin, on est beau, on est fin. Mais je trouve que les gestes parlent 100 fois plus, les actions parlent 100 fois plus que les paroles. T'sais. Carrément. Puis tu marques un bon point. Fait qu'au final, tout ce processus de cellules collaboratives-là que tu fais avec Gears Up, ça va être là pour aider le manufacturier, mais aussi pour, puis tu l'as bien dit, co-créer. En fait, c'est de la co-création entre l'entreprise manufacturière qui a un besoin, puis les différentes entreprises de services qui peuvent venir combler ce besoin-là, mais il va falloir que ça se parle. C'est pas juste un processus que tu donnes aux fournisseurs, puis occupe-toi-en. Parce que ça doit être interconnecté à un certain moment donné. C'est le principe du 4.0. On parle du fameux Saint Graal, le 4.0, on veut transformer les entreprises, mais encore là, est-ce qu'on peut transformer nos interventions en mode 4.0 ou est-ce qu'on peut justement collaborer, faire un peu plus d'innovation ouverte, au lieu de se refermer comme des coquilles? Il y a beaucoup de craintes souvent parce qu'il y a des secrets industriels. On comprend ça. Quand on est en train de conceptualiser un produit, c'est normal, on ne peut pas partager ça avec n'importe qui. On le respecte, on le comprend très bien. Mais il y a tellement de choses qui peuvent être sont pas sensibles à la compétition. Souvent, il y a des entreprises qui pensent que leur élément différenciateur compétitif va être dans une certaine sphère, alors qu'ils accordent peut-être un peu trop d'importance pour rien, puis c'est pas vraiment ça leur élément différenciateur. Il y en a là, qui ont des produits qui vendent le même produit que tout le monde. Ils ont tellement un service à la clientèle, une expérience client, ça coche, que c'est ça qui fait que les gens vont là acheter. C'est pas nécessairement juste pour le produit. On accorde souvent beaucoup trop d'importance au produit. Oui, c'est vrai que c'est important un produit, mais l'expérience client, l'expérience d'achat, tout ça, comment qu'on me comprend, comment qu'on me traite, comment qu'on m'achale pas trop souvent pour rien, c'est comment qu'on me parle, comment qu'on m'aborde, c'est tout ça, c'est de la personnalité
perception, tu sais. Fait que, mais tu sais, pour revenir, Simon, à qu'est-ce que tu disais tantôt, c'était justement ça, c'était d'augmenter le vecteur de collaboration, parce que moi, je pense que ça va passer beaucoup, surtout pour la relance économique dans laquelle on s'engage en ce moment, qui va être là dans les prochains mois, 2 et 4 prochaines années. Là, on n'est pas sorti du bois, comme on dit, sans être négatif, là, mais c'est un constat, il faut être réaliste aussi. Ça, c'est un autre bon point en marketing. Hein. Quand tu es très réaliste, tu es très au fait des situations, tu vas adapter ton discours en conséquence. C'est pas d'être péjoratif ou négatif, là, des fois de sortir des termes, mais c'est d'être réaliste. Puis tu sais, je pense que si on travaille en équipe, en collaboration, ce fameux gros défi-là, il va être plus facile à passer. Puis de deux, ben l'objectif, c'était aussi de démocratiser ces fameux processus-là, parce que, tu sais, c'est pas évident. Comme on dit tantôt, c'est une grosse montagne. Tu sais, tu veux la grimper, tu vois l'Everest, tu fais comme, oh boy. Puis souvent, les gens... Par où on commence. Oui, par où on commence. Puis souvent, les gens, ben ils visent le top en partant. C'est correct, c'est l'objectif, mais comme je dis tout le temps, ben on peut-tu faire camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, camp 5, puis à un moment donné, ben si ça prend 20 jours de rendre au top, ben c'est ça que ça prend. Mais souvent, les gens veulent sauter des étapes, ils partent mal préparés, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de plan de croissance. Puis la seule affaire qu'ils viennent, ils disent hey, moi, je veux. Tu sais, c'est comme dans l'annonce Rona, là, cherche une vis, là, tu sais, ils veulent une vis, ils veulent un bras de robot. Là. C'est la première affaire là, qu'ils veulent. Ils n'ont même pas de système d'ERP, ils n'ont pas de stratégie. Tu sais, ils sautent des étapes. C'est comme mon kid de 5 ans, il dit je vais aller à l'université demain. Ouais, il commence par faire la maternelle, première année, deuxième année. C'est ça. Puis tu soulèves un bon point parce que ça va être des sujets qu'on va traiter aussi un peu les différentes étapes. On va avoir des experts un peu en stratégie, en tout ce qui est gouvernance de projet. J'avais parlé tout à l'heure de subvention, mais aussi au niveau de la robotique, à l'interne, là, par où qu'on commence aussi. Si par exemple on est rendu à l'étape d'avoir un bras de robot à l'interne, des fois c'est des concepts qui peuvent faire peur, puis les gens sont pas nécessairement au courant par où commencer. Mais tu l'as dit, il faut une stratégie, puis après il faut adopter aussi une technologie, mais il faut rester aussi structuré, organisé. Puis il y a souvent, en fait, il y a des quick wins, il y a des choses qu'on va pouvoir faire de manière rapide qui va avoir quand même un impact majeur dans les entreprises. Ben, tout à fait, mais en même temps, ça commence aussi par choisir les bons collaborateurs autour de soi. Tu sais, c'est un peu comme, mettons, tu sais, là, mettons, ta prochaine maison, tu veux te faire construire, ou soit tu achètes une maison qui est déjà construite, ou tu veux la rénover, ou soit que tu te dis, ben gars, j'ai deux choix. C'est soit je fais de l'autoconstruction, ou je fais affaire avec un contracteur. Probablement, le premier réflexe, tu vas dire, ben, je suis capable, je vais faire de l'autoconstruction, mais en même temps, ben, tu n'as pas l'expérience d'un contracteur. Fait que c'est un peu comme ça dans le domaine industriel aussi. Les entreprises manufacturières pour se transformer, qui font affaire avec des firmes d'ingénierie, des firmes d'intégration, qui vont être capables de conceptualiser une ligne de production d'avance. Ils vont être capables de choisir les bons éléments à implanter dans cette ligne de production-là. Puis, à quelque part, ben, c'est un peu comme, justement, faire affaire avec un entrepreneur général où ce que lui, ben, il a ses équipes de plomberie, il a ses équipes d'électricité. Il sait manier ses équipes, il sait arriver à des bons résultats. Fait qu'en bout de ligne, ce qui peut paraître de l'extérieur comme plus cher, souvent, ça va revenir moins cher parce que c'est les erreurs d'inexpérience coûtent excessivement cher. Perdre du temps aussi, aller dans des mauvaises directions, ça coûte excessivement cher. Donc, comme tout projet de développement, nous autres, on l'a vu souvent dans le développement technologique custom, c'est le même principe que d'installer des lignes de production custom dans une usine. Quand on fait du logiciel, c'est la même chose. Mais tous les projets qui ont mal tourné, c'est des projets qui ont été mal pensés à l'avance, qui ont été faits trop rapidement. Puis quand on prend le temps de réfléchir, oui, il y a du design by feedback. À un moment donné, il faut que tu testes tes idées, tout ça. Mais si tu réfléchis, c'est en concordance avec ton plan de croissance. C'est qu'il y a des étapes super importantes à faire au départ. Puis nous, ben, c'était vraiment ça notre but, c'était de justement arriver à bâtir un écosystème de cellules collaboratives qui fonctionne sous une chaîne de valeur aussi. Donc, cette fameuse chaîne de valeur-là, là, du point A jusqu'au point Z, c'est quoi les variables que tu mettre en place dans l'équation pour avoir tous les bons éléments pour t'assurer le plus possible d'un meilleur succès de transformation, en fait. Puis d'avoir les bons partenaires aussi. Mais c'est important. C'est important, c'est pas à négliger. Puis je saute au prochain point. On arrive au temps, là, mais tu parlais de l'usine bleue qui est je parlais de l'usine bleue, mais c'est un projet que tu es en train de mettre de l'avant aussi, puis qui va être qui est incessamment là. Tout à fait. Sur le. En fait, qui va être propulsé. Là. Oui, tout à fait.
Tu veux-tu m'en dire un peu plus sur l'usine Bleue? En fait, l'usine Bleue, c'est l'extension en fait du Gears Hub. Pour faire un petit rapide sur le Gears Hub, le Gears Hub, c'est vraiment notre infrastructure de collaboration. Donc, c'est vraiment nous, parce que on a 2 types de clientèle en fait qu'on vise. C'est les entreprises, autant les organismes de soutien, des entreprises de l'offre. Nous, on a des services qu'on veut leur rendre pour les améliorer, leur aider dans leur marketing. C'est surtout des services dans ce sens-là. Puis aussi de leur donner des outils pour mieux collaborer ensemble. Ça, c'est une chose, l'infrastructure du Gears Hub. Ensuite, découlant de ça, de ces réflexions-là, de ces cellules collaboratives-là, où on va réfléchir à des initiatives aussi également, parce on veut être proactif aussi avec tout le changement qu'on a en ce moment. Soit qu'il y a des offres déjà faites ou des offres qui vont être composées. Puis là, suite à ça, on va venir propulser en fait ces initiatives-là, ces différentes offres de services-là, de ces cellules-là ou ces membres-là, via l'usine Bleue, en fait, le concept de l'usine Bleue. Fait que l'usine Bleue va nous permettre de mieux rejoindre, en fait, en groupe, en équipe, en collaboration, l'autre clientèle cible qu'on vise toutes, qui est l'entreprise manufacturière qui veut se transformer. Puis le principe de l'usine Bleue, en fait, c'était aussi de ramener le rééquilibre au niveau de l'achat local. Parce que je tiens à préciser le mot rééquilibre parce qu'on a eu depuis de très longues années un déséquilibre au niveau des achats de technologie, du savoir-faire local en numérisation puis en automatisation industrielle. Parce que des fois, un peu le vieil adage, nul n'est prophète en son pays, les gens pensaient tout le temps que c'était tout le temps meilleur ce qui venait d'ailleurs, puis il n'y avait pas tendance à regarder ce qui se faisait chez nous avant. Puis nous, avec l'usine Bleue, justement, on veut permettre aux entreprises de l'offre de briller dans cette vitrine-là. Puis on veut aussi permettre aux entreprises manufacturières qui encouragent les technologies, le savoir-faire local, de briller aussi en tant qu'entreprise qui sont comme des usines bleues, parce que ça veut dire qu'il y a du Québec là-dedans aussi à quelque part. Puis moi, en fait, notre objectif au regroupement, c'est vraiment de positionner le Québec comme un leader à ce niveau-là, au niveau numérique, au niveau collaboratif. Puis, tu sais, c'est pas fait, hein, la bataille est loin d'être gagnée, mais c'est en ayant des grands rêves, des grandes visions, des grands objectifs qu'on va y arriver. Puis, tu sais, je pense que là, depuis justement la crise, tout s'accélère un peu plus. Puis ça, c'est la bonne nouvelle là-dedans, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a pu vivre dans les derniers mois. Ça, c'est la bonne nouvelle là-dedans. Puis, on vient de rentrer dans un tournant, selon moi. On vient de rentrer dans l'économie du savoir. Puis, je pense que c'est important de se positionner dans cette nouvelle économie du savoir-là, où on sait que le pétrole de demain, ça va être la variable, ça va être la donnée, tu sais. Puis ça, tu sais, quand toi, tu m'invites puis qu'on parle d'expérience client, puis on parle de données, puis tout ça, puis ça, il faut en parler parce qu'il faut faire comprendre aussi c'est quoi l'importance de ça. Super intéressant. Puis Gears Hub, usine Bleue, Carl, on peut aller voir ça sur usinebleu.ca, gearshub.ca pour les gens là, qui ont envie d'aller voir un peu plus. Ou sur le rai.ca aussi, parce que le rai.ca aussi va toujours demeurer aussi en même temps. Absolument. Parce que c'est notre fondement, hein, c'est le regroupement qui existe depuis 15 ans. Mais non, c'est ça. J'invite les gens d'ailleurs à venir voir. On travaille sur plusieurs choses en ce moment. Là, c'est tous des trucs qu'on travaille un peu, du travail de fond, comme on dit en ce moment. Il y a plein de beaux concepts, mais en même temps, l'approche qu'on a décidé de s'orienter aussi, c'est en mode co-créatif aussi, de co-création en fait avec nos membres, parce que on voulait lancer des concepts qui n'étaient pas totalement prédéfinis non plus d'avance pour que les membres puissent se l'approprier, puissent dire, bon, OK, l'usine bleue, c'est aussi mon usine bleue. Il faut que je participe à ça, puis je vais amener mon grain de sel. Puis même au niveau du Gears Hub aussi, toutes les technologies qu'on va implanter, on veut vraiment y aller design by feedback avec nos membres, puis avec les entreprises utilisatrices aussi, parce qu'on veut toujours justement offrir une meilleure expérience client possible aussi là-dedans. Puis en bout de ligne, si on travaille tous dans une certaine direction pour, au lieu de chanter a cappella, chacun sur notre côté, si on se met à former une grosse chorale qui chante un peu plus ensemble, ça va résonner encore plus fort. Puis ça, je crois qu'on est rendu là au Québec d'avoir ce fameux mouvement un peu plus nationaliste où dire, regarde, on veut développer notre économie, on veut développer de la valeur, on veut offrir des meilleurs emplois à nos enfants. En ce moment, on travaille probablement sur des projets où ce qui va découler des nouvelles jobs qui n'existent même pas aujourd'hui. On est en pleine mutation. Mais pour arriver à saisir le plein potentiel de cette transformation-là, il faut avoir l'esprit ouvert, puis il faut justement être agile puis se réajuster. C'est pas ce qui était bon hier sera peut-être plus bon après-demain. Fait que ça, il faut se faire à l'idée de ça bouge excessivement vite. Il faut développer l'esprit agile. Moi, souvent, je parle, ayons du leadership créatif, parce que oui, on peut être cartésien, mais l'humain
Et tout le monde a un côté créatif, tout le monde a un côté cartésien. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont plus développé un côté que d'autres. Mais tout le monde a accès à ça. Puis la créativité, souvent, pour les gens qui sont très, très cartésiens, ça peut avoir l'air abstrait, mais à quelque part, la créativité, c'est tout simple que la faculté de faire des liens entre deux choses. Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu sais. Fait que c'est juste de faire le point entre deux choses, de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles façons de faire. Tu sais, il y a juste les imbéciles qui pensent que de faire des choses différentes en répétant toujours les mêmes choses. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est Einstein qui l'a dit. Fait que quand ça vient d'un gars comme Einstein, tu fais comme OK, tu sais, je l'accepte. La folie, c'est répéter toujours la même chose et espérer des résultats différents. C'est ça. Je m'excuse, j'ai peut-être brûlé un punchline. C'est bon, j'avais malheureusement pas vu dans ton ordi avant. Non, c'est bien correct. Je l'avais noté justement parce que je voulais l'amener, mais j'aime ça que tu m'as devancé là-dessus. Ça vaut qu'on est sur la même page, Carl. Bonne discussion. Encore une fois, je pense qu'on pourra en parler des heures et des heures. La Switch est à on, ça. C'est incroyable. Puis c'est pas juste ça, c'est que je pense qu'il y a plusieurs sujets à traiter. Tu sais, là, je sais, comme un premier épisode, puis on a beaucoup à dire, autant sur le 4.0, c'est quoi le marketing 4.0, c'est quoi l'expérience client, c'est important. Tu es en train de propulser 2 gros projets, Gears Up, Usine Bleue. Tu sais, c'est des belles choses que tu es en train de mettre sur pied, puis nous, on veut prôner ça chez Groupe Lacoste le plus possible parce qu'on veut supporter justement ces entreprises industrielles-là qui en ont de besoin. On le dit, démocratiser au maximum certains mots, certains concepts qui peuvent faire peur ou qui peuvent être aussi mal interprétés. Ouais. C'est facile, puis je le répète, le marketing n'est plus ce que c'était avant. C'est rendu un concept beaucoup plus, oui, technologique, stratégique aussi à la fois, à ne pas négliger, mais c'est rendu beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe que uniquement de la publicité. C'est rendu l'expérience client au complet. Ouais. Donc, encore une fois, Carl, un grand merci. Un grand merci d'être je te dis, Simon, je me remercie. Je choisais d'autres choses. Tu as tellement raison, Simon, c'est tellement un sujet vaste. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai peut-être juste une dernière chose à rajouter. Vas-y. C'est la passion en bout de ligne. Moi, comme je dis tout le temps, là, faites les choses avec cœur et non à l'heure. Dans le sens que, oui, on peut faire les choses pour l'argent dans la vie, mais généralement, c'est jamais pour les bonnes raisons si on fait ça comme ça. Il faut faire ça avec notre cœur. Puis il faut arrêter de mettre toutes les petites choses dans des cases. Souvent, moi, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, j'ai osé me réinventer combien de fois, apprendre, me rouler les manches, je le savais pas. C'est parce que j'avais toujours le désir d'apprendre. Puis tout ça était tourné autour d'acquérir du data, d'acquérir du savoir tout le temps. Puis ça, c'est cette soif-là qui fait que tu as le goût justement de te transformer. Puis tu acceptes le changement. Tu sais que l'erreur fait partie de l'équation, en fait. Fait que tu n'as pas peur de faire des erreurs parce que l'erreur fait partie du processus de création, processus d'apprentissage. Fait qu'il n'y a jamais rien qui est une fin en soi. Totalement. Fait que si les gens, là, ils ont une chose à retenir, là, arrêtez de mettre les choses dans des cases. OK, ça, c'est le département marketing. Ça, c'est le département de ça. Ça, c'est le département de ça. À un moment donné, parlez-vous. Soyez 4.0 un peu. Impliquez vos gens de marketing dans la conception de produits. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on va développer une meilleure expérience client. Parce que les gens marketing vont connaître le produit encore plus. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de silos encore dans nos entreprises et dans notre société. Puis si on peut défaire ces silos-là, on va pouvoir commencer à dire qu'on est un peu plus en mode 4.0 puis qu'on va travailler notre expérience client sur tous les niveaux. Puis ça, c'est un sujet tellement important que tu as couvert aujourd'hui, Simon. Je suis bien content, puis j'espère que tu vas pouvoir me réinviter dans tes autres sujets parce que j'ai tellement de trucs à couvrir, puis c'est tellement important de comprendre qu'il y a plusieurs côtés à une médaille. Il n'y a pas juste un côté. Non, il y en a plusieurs, puis il va falloir les traiter. Puis honnêtement, Carl, tu vas revenir. Tu vas revenir, on va en discuter. On va inviter aussi, comme j'ai dit, d'autres experts qu'on va couvrir aussi d'autres points peut-être un peu plus précis. Puis on co-aminera à ce moment-là. Mais encore une fois, un gros merci d'être avec nous. De notre côté, pour tout ce qui est la suite, on va avoir des différents épisodes qui vont sortir. Je vous invite à visiter notre site web au www.lakhos.com sous l'onglet podcast. Donc, vous allez avoir les différents épisodes qu'on va avoir tournés. Aussi, vous pouvez vous abonner à notre infolette pour avoir aussi les différentes sorties là, qui vont sortir sur différents sujets. Ça va être super intéressant. Donc, au www.lakhos.com, Lacoste simplement. Je l'épelle parce que des fois, ça peut être un peu compliqué à l'écrire. Donc, ça conclut notre discussion. Car encore une fois, merci. Puis, je vous dis à la prochaine.